Antoine qui va jouer, et ben on va en faire un DVD. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les caméras. Bonsoir. Donc après toutes ces introductions, me voilà. Donc ma conférence gesticulée s'appelle, comme c'est écrit là, à l'aide ou comment j'ai arrêté de vouloir aider l'Afrique. Parce que je me suis pas mal intéressé à l'Afrique. Alors, d'abord, au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi je m'intéresse à l'Afrique en fait. D'où ça me vient cette histoire, pourquoi je ne m'intéresse pas à l'Amérique latine, comme beaucoup de jeunes Français ou quoi. Je me suis dit que peut-être ça venait de ce que chez mes parents, quand j'ai grandi, il y a plein de choses qui viennent d'Afrique. Il y a des tentures africaines, il y a des masques, il y a un truc que je trouvais incroyable. Il y a des boîtes avec des bestioles, des insectes de fous, des gros hannetons comme ça, il y a un scorpion énorme. Et tout ça, ça vient d'Afrique. Alors pour moi, c'était waouh, génial, l'Afrique exotique. Enfin, je trouvais ça, voilà, ça me faisait rêver. Et donc ça venait, c'était mes parents qui avaient ramené ça. Parce qu'au début des années 80, mon père a travaillé pendant 2 ans en Côte d'Ivoire. Alors mon père était fonctionnaire de France Télécom, vous savez, l'entreprise publique qui s'occupait des télécommunications en France. Et en tant que fonctionnaire de France Télécom, il a été délégué au titre de la coopération avec les télécoms ivoiriens. Il a été délégué pour les télécoms ivoiriens pour monter quelques dizaines de bâtiments, voilà, pour développer le réseau téléphonique en Côte d'Ivoire. Et il avait donc le statut de coopérant, il a vécu pendant 2 ans, un peu en brousse, un peu en ville. Et donc, bon, je l'ai un peu questionné sur cette période, comment ça se passait, tout ça. Et bah, c'était assez intéressant. Alors, il y a quelque chose qui m'a assez frappé, du coup, dans ce qu'il m'a raconté. Il disait, en tant que coopérant, tu gagnes 2 fois plus, tu dépenses 2 fois plus, et tu économises 2 fois plus. C'est quand même pas... Pardon, c'est qui a toussé, là? Ah bah... Non, parce que j'ai prévu des trucs en fait pour les gens qui étaient un peu malades. Ne vous inquiétez pas. Hop là. J'ai des stop-tout. Et j'ai des bonbons au miel. Voilà, non, parce qu'il ne faudrait pas non plus que vous profitiez de la soirée. Voilà, tiens, hop, bonbons au miel. S'il y en a qui sont enrhumés, j'ai aussi des mouchoirs. Non, mais vous n'allez pas tous vous mettre à tousser pour avoir des bonbons au miel. Par contre, je peux vous donner des mouchoirs, quoi, parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, qui sont enrhumés. Moi, en ce moment, c'est terrible. Voilà, tiens. Ça fait du bien. Tu serais pas un petit peu pas là? Attends, je pense que tu manques de bêta-carotène. Bouge pas. J'ai un truc vachement bien pour toi. C'est de la spiruline. Alors, c'est une espèce de micro-algue. Voilà, t'en manges un ce soir, un demain, voilà. On verra plus tard. En fait, la spiruline, c'est une micro-algue qui est hyper nutritive. Et puis qui un jour a joué un rôle, en quelque sorte, dans ma vie. Alors, il faut que je vous explique un peu le contexte. En fait, j'étais ingénieur, enfin, j'étais en école d'ingénieur. J'ai fait ma scolarité, tout ça. Et puis, j'ai fait des sciences, parce que j'étais assez bon. Et je me suis retrouvé en école d'ingénieur à devoir choisir une filière. Après 2 ans de prépa intégrée, il fallait choisir entre génie civil, génie physique, génie mathématique, etc. Puis moi, bon, j'étais pas vraiment inspiré par un truc ou l'autre, quoi. Enfin, tout me plaisait potentiellement, ou pas, bon. Alors je me suis dit, Antoine, tu es devant un choix, engage-toi, fais quelque chose qui va aider le monde, vas-y, fais un choix voilà, où tu vas pouvoir être utile pour le plus grand bien de l'humanité. Ok. Bon, je savais pas trop quoi faire non plus, quoi. Alors, à ce moment-là, il y a des amis qui m'ont transmis un article qui parlait de la spiruline. Qui parlait de la spiruline, qui disait que ça avait des vertus nutritives hyper intéressantes, que ça poussait bien et que c'était promu à un avenir important dans la lutte contre la malnutrition. Et notamment en Afrique, parce qu'avec le climat, ça pouvait très bien pousser, c'était adapté, tout ça. Donc bon, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire génie biochimique et alimentaire. Génie biochimique et alimentaire, ça sonne bien pour lutter contre la malnutrition. Je vais apprendre à cultiver des bactéries, à cultiver des algues, ou je sais pas quoi. Et donc j'ai fait ça. Et finalement, bon, j'ai appris quoi, à faire de la bière, du yaourt, et puis un peu la génétique, quoi. Bon, ça peut aussi aider, mais... Et puis j'ai un peu oublié la spiruline.
j'avoue, et j'y ai repensé pas mal d'années plus tard. J'ai repensé pas mal d'années plus tard parce que, entre-temps, j'ai fait de l'assainissement et je suis parti en Afrique. Un peu plus tard. Je suis parti dans ce petit pays-là qu'on appelle le Burkina Faso. Alors c'est ça, la biochimie, donc ça mène aussi à voilà, travailler dans le secteur de l'assainissement et je suis arrivé là-bas pour travailler au sein du CREPA. Alors, il faut que je vous montre, le CREPA c'est ça. Donc CREPA, je ne sais pas si vous aurez une idée de ce que ça peut vouloir dire. C'est... Centre... Non, régional. Alors régional dans le sens régional, hein. C'est 17 pays. Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement. Et puis après il y avait un faible coût, mais ça il l'avait pas mis dans l'anagramme. Donc je me suis retrouvé au Burkina Faso, à Ouagadougou, la capitale, au siège du CREPA. Donc le CREPA c'est cet organisme-là qui bosse dans 17 pays, qui est financé entre autres par l'Union Européenne. Alors ça c'est spécifiquement pour le projet EcoSan. Voilà. Alors EcoSan c'est un projet d'assainissement écologique. L'idée c'est de réutiliser les excrétas et les urines dans l'agriculture pour lutter aussi, pour améliorer la souveraineté alimentaire. Donc c'est un très beau programme financé à coups de millions par l'Union Européenne. Et puis il est financé aussi par l'ASDI. Vous avez une idée de ce qu'est l'ASDI ? Bon, c'est l'Agence suédoise pour le développement international. Et puis c'est aussi financé par les Danois et je crois qu'il y a une partie aussi par la Banque mondiale. Voilà. Et puis donc moi j'étais là-bas. Alors l'assainissement globalement, à quoi ça consiste quand on travaille dans l'assainissement ? Parce qu'il y a le côté eau potable, mais il y a tout le côté assainissement. Donc c'est réussir à faire en sorte que les pauvres Africains aient des latrines et fassent leurs besoins dans des latrines plutôt que dans les champs ou dans la rue, parce que là ça propage des maladies et ça cause la mortalité, etc. C'est un problème. Donc il y a tout un tas de programmes, de microcrédits, de développement technique des latrines. Il y a même des programmes de formation pour apprendre à viser dans les trous, pour que ça soit bien hygiénique. Non, je vous jure, hein, il y a vraiment ce type de programmes qui sont mis en place par la GTZ. Je ne sais pas si vous connaissez la GTZ. Alors ça va falloir que je le retrouve. Non, parce qu'en fait, moi j'étais payé par le DED. Vous savez, le DED, en fait, c'est le service allemand de développement. Deutscher Entwicklungsdienst. Et la GTZ, c'est aussi un truc allemand, alors c'est Gesellschaft Technisch, bon, je sais plus, mais c'est en allemand, en gros, c'est la coopération allemande. Et donc, voilà, je bossais dans ce CREPA. Alors, il faut savoir que l'AEPA, l'AEPHA, vous savez ou quoi, non? L'AEPA. Et franchement, je donne un bonbon à celui qui trouve. C'est facile, l'AEPHA. C'est facile. C'est l'assainissement. L'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement. Okay, ça fait partie des OMD. Vous savez ce que c'est les OMD quand même? Non? Non, il n'y a personne qui connaît les OMD. Vous n'avez pas envie de bonbons. Hein. Les objectifs du millénaire pour le développement. C'est les grands objectifs que les pays à l'ONU se sont donnés au début des années 2000 pour dire on va lutter, on va vraiment s'engager contre la pauvreté. Donc au début des années 2000, ils ont mis en place 8 objectifs du millénaire pour le développement, comme c'était le nouveau millénaire. Et l'idée c'était de dire qu'en 2015, je crois, on aurait réduit de moitié le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Bon, il faut être dans la bonne moitié, on est d'accord. Parce que les autres, ils restent sous le seuil de pauvreté. Et puis après, ça se décline aussi en un tas d'autres objectifs sur les questions de genre, sur tout un tas de choses. Et l'objectif numéro 7, c'est l'AEPA, l'AEPHA. C'est bon? Ok. Voilà, bon, je bossais dans ce cadre-là. Alors, bien sûr, quand on commence, il faut apprendre tous les sigles, il faut on passe au moins 2 mois à essayer de comprendre de quoi on parle quand on lit un rapport. Et justement, moi, je lisais beaucoup de rapports, parce que mon travail, c'était faire la capitalisation des savoirs au sein du CREPA. Alors, la capitalisation, c'était en gros récupérer des rapports de toutes les structures des 17 pays du CREPA, les lire et en gros en faire des synthèses, faire des success stories quand il y avait des bonnes histoires, etc.
Et alors ce qui m'a frappé aussi à ce moment-là, c'est que souvent, il y avait les projets initiaux, avec la fiche de projet, les objectifs, les gens iront bien aux toilettes, dans les latrines, ça sera propre, il y aura moins de mortalité, les gens seront heureux, ou ils auront des évacuations. Et puis, à la fin du projet, tu avais les mêmes objectifs qui étaient collés dans les résultats, coquilles comprises. Exactement la même chose. Et en fait, moi, voilà, je compilais tout ça pour les mettre en valeur, pour que l'ASDI, Danida, enfin ceux qui financent, continuent à dire que c'est bien le travail que fait le CREPA et qu'il faut continuer à financer. Grosso modo, ça consistait à ça. Et puis un jour, quand même, j'ai pu sortir de mon bureau climatisé du CREPA, de Ouagadougou, pour aller en brousse. Alors, c'était Abdou, un ami d'un ami, qui vivait dans un village à 2 heures de Ouaga, le village de Koulpissi, et qui m'a invité à venir passer quelques jours pour me dire, viens, voilà, voir le village, comment ça se passe. Super, je vais partir. Alors, je prends ma petite chemise couleur locale, histoire d'essayer de me fondre dans la masse, quoi. On sait jamais, hein. Hop. Je me prépare, je prends mes bagages, tout ça. Je vais à la gare de l'Est, à Ouagadougou, c'est la gare de bus qui est à l'Est. Tout simplement. Et je prends la route de l'Est, voilà, plein feu, 2 heures de route, tac, on me pose au bord du goudron. Et là, donc, il fallait encore atteindre le village qui était un peu paumé, loin du goudron. Donc je demande à quelqu'un s'il peut m'amener, tout ça, il a une moto, donc je lui paye l'essence pour la moto, il m'amène, c'est parti dans les chemins, des super chemins. Alors c'était la saison des pluies, c'était trop bien. Il y avait plein de champs verts dans tous les coins. On traversait des rivières qui étaient au milieu de la route, comme ça. C'était énorme. Et donc on arrive au village. Et là il y a Abdou. Alors moi je sais pas qu'on est au village, parce qu'en fait on ne le voit pas le village. Il y a rien quoi. C'est toujours la même route avec des champs de 3 mètres comme ça, de sorgho, de mille. Et puis on voit rien autour. Il y a juste Abdou qui est là. Et qui me salue. Hey mon ami, comment ça va? Oui, ça va, ça va, ça va. Et les activités? Ça va, ça va, ça va. Et la santé? Oui, 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 ça va. Et chez vous? Oui, oui, oui. Et votre femme? Ah, ça va. Et la tienne? Ah, moi j'en ai pas. Bon, on va t'en trouver une. Et... Bon, ça dure, voilà, un petit temps, il faut le temps de se saluer. Là, je vous l'ai fait en accéléré, hein, quand même. En France, en général, on dit hey, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Bon, c'est la même chose, mais voilà, dans une autre temporalité. Et donc, voilà, je croise Abdou, on discute vite fait, et puis il me dit, allez, je vais te faire visiter le village. Alors il m'amène faire un tour du village. Et alors là, j'ai pris conscience de quelque chose d'assez intéressant. D'abord, il me présente la route sur laquelle je suis arrivé. Pour moi, c'était un pauvre chemin comme ça. Il me dit non, que cette route, en fait, c'est l'Union européenne qui l'a construite. En fait, sur le bord de la route, si on regarde bien, il y a des panneaux. Et des panneaux qui indiquent l'Union européenne a financé cette route. Et donc c'est une route, quand je disais qu'on traversait des ruisseaux et tout, qui a été conçue pour ne pas être emportée pendant la saison des pluies et que le village reste accessible en toute saison. Donc voilà, pour favoriser l'accessibilité du lieu, l'Union européenne a financé cette route. Puis un peu plus loin, on voit la place du marché. Et alors là, bon, une place du marché toute simple, hein, enfin quelques poteaux, des trucs dessus pour protéger, quoi. Et puis il me dit, bah ça c'est une place qui a été financée par la coopération japonaise. Effectivement, à côté de la place du marché, on voit un petit panneau, la coopération japonaise, alors avec un sigle incompréhensible, ça a financé une place du marché. Et puis un peu plus loin, il me montre le moulin à grains. Un moulin à grains pour les femmes, pour aller faire la farine et pour la cuisine. Et il me dit, ce moulin à grains, en fait, c'est l'USAID. L'USAID, c'est un des services d'aide des Nations Unies, des États-Unis. Donc voilà. Et puis on continue la visite. Et puis un peu plus loin, il me montre l'école. Alors je vois l'école et tout, très bien, une école classique. Hein. Il me dit, bah, cette école, en fait, elle a été financée par un programme du PNUD. Vous connaissez le PNUD? Comment? C'est qui l'a dit? Ah vas-y, attends, t'as droit à un bonbon. Tu veux un stop tout ou un bonbon au miel? Voilà, le programme des Nations Unies pour le développement qui a financé une école
dans le village de Koulpici, ainsi qu'un peu partout. Alors après, il y avait un cas d'école assez intéressant. C'était un puits avec un forage. Alors ça, c'était une ONG qui venait de Suisse, qui l'avait faite, et qui avait fait un travail intéressant parce qu'il s'était dit, il faut que ça soit durable. Donc, on va former un technicien pour pouvoir réparer la pompe au cas où elle tombe en panne. Et donc le technicien, avec tout un système économique qui prélève une certaine somme soutenable sur l'eau qui tire du puits, et puis qui peut, en cas de pépin, réparer la pompe. Et puis un jour, la pompe, elle tombe en panne. Alors il se met en mouvement pour réparer les choses, et là, il y a une association française qui arrive, la fleur au fusil, et qui dit « Ta, 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 vous avez un problème de pompe, nous on en a !» Ils leur mettent une pompe. Et du coup, le technicien, il a laissé tomber, quoi. Il a dit, c'est bon, s'il y a toujours des blancs qui viennent faire les trucs pour nous, c'est pas bon. Et après ce petit tour de village, il y a un truc qui me plaisait pas, quoi. Je me dis, c'est quand même bizarre. Tous les biens publics, tous les trucs qui sont de l'ordre du public, du commun, pour tout le village, ça vient des étrangers. Ça vient tout le temps de l'extérieur, de loin, souvent de blancs. Et bon, j'aurais peut-être pu rajouter la mosquée construite par la Libye ou 2-3 autres exemples. Et puis tous les gens que je rencontrais dans le village, ils me voyaient, ils disaient « Ah, c'est bien que vous veniez, on est contents, on espère que vous avez des projets pour nous. » Et moi je dis « non, je suis venu juste en visite comme ça, j'ai pas de projet. » En même temps, c'est vrai, j'aurais pu avoir des projets. C'est là que j'ai repensé à la spiruline. Je me suis dit, si j'avais poursuivi mon idée de jeune étudiant ingénieur et que je m'étais mis en tête d'aller faire de la spiruline, j'aurais peut-être pu un jour débarquer au village d'Abdou, à Koulpici, et puis leur dire, ouais, on va faire une ferme de spiruline, vous allez voir, c'est super bien. Et puis, pas leur imposer, mais leur proposer. Et comme ils sont sympas, ils auraient dit, ouais, c'est super. Et tout le monde aurait dit que c'est très bien, en fait, pour le développement. Alors bon, j'ai rencontré des gens qui font de la spiruline au Burkina. Je suis allé voir, parce qu'en fait, il s'avère que non seulement le Burkina, c'est le pays des ONG. Il y a 630 ONG recensées dans le pays. Un truc énorme. Vous savez ce que c'est, les ONG, quand même. Bon, ça va. Mais c'est aussi le pays où la spiruline se développe énormément. Il y a notamment à Koudougou, la 3e ville du pays, des gens qui développent la spiruline, qui font des projets. Il y a un grand spécialiste de la spiruline à Koudougou, et c'est un Français. Et il accompagne les projets pour que les gens qui ont des projets de spiruline ne fassent pas trop de conneries, parce que c'est quand même un peu difficile à faire, il y a tout un pan économique qui va avec la production de spiruline. Et alors, ce que j'ai constaté en rencontrant un peu des gens qui sont là-dedans, c'est que tous les gens qui portent des projets de spiruline, ce sont des étrangers, ce sont pour la plupart des blancs. Donc ça a confirmé l'impression que j'avais là. Et alors récemment, j'ai trouvé une thèse qui mettait en mots ce que je pressentais à ce moment-là. Alors c'est un monsieur qui s'appelle Grégory Henné, qui a soutenu une thèse à l'université de Caen. Une thèse qui est sur les ONG au Burkina. Donc il a étudié beaucoup d'ONG au Burkina, il a fait des études comparatives entre les résultats, les discours, beaucoup de choses. Pendant 3 ans, il a eu le temps quand même de bien creuser. Et il dit ceci dans sa conclusion. L'implication massive des ONG au Burkina depuis 40 ans constitue une trace indélébile dans le développement du Burkina. Actuellement, celui-ci paraît incapable de se penser en dehors de la rhétorique des grands bailleurs de fonds, des ONG et de leurs activités. Et d'ailleurs, en a-t-il réellement la volonté? Alors là, il pose ça en question. Bon. À voir. Et après, il explique un peu les problèmes de coordination de l'ensemble de ces acteurs, qu'il y a 630 ONG, c'est hyper difficile à coordonner. Donc je vous ai donné un exemple avec le coup du puits, mais des exemples, il y en a à l'appel. Et dit que pour les agences de développement et les bailleurs, l'intérêt se limite à une bonne rédaction des rapports, qui met un peu plus en valeur leur vitrine et leur discours. Et de l'autre côté, il y a les ONG qui valorisent l'aspect communicationnel pour continuer à séduire les bailleurs et à perpétuer leurs projets. Et finalement, dans tout ça, tout le monde semble profiter de ce développement, sauf les bénéficiaires qui passent après toutes ces considérations.
Alors j'étais assez content de trouver cette thèse, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais senti comme ça. À me dire, c'est vraiment bizarre, quoi, que les gens ne croient plus en eux-mêmes, en leur capacité à faire les choses, ou en la capacité, en leur pouvoir public de faire des choses. Alors bon, au village d'Abdou, ils connaissent pas la spiruline, hein, j'y suis pas allé pour faire mon projet, et ils mangent autre chose. Ils mangent... alors du coup, il m'a fait visiter un peu tout leur champ. Donc, vite fait, un petit panel de l'agriculture du village de Koulpissi. Il y a donc l'agriculture vivrière, ceux qui mangent, donc les grands champs dont je parlais, du mil, du sorgho, du niébé, après il y a les condiments aussi, le gombo, les aubergines, bon, les légumes comme on a nous, du manioc, de l'igname. Et puis il y a la culture qu'on appelle de rente, ou la culture commerciale. Alors de rente, c'est plus quand c'est vendu à l'extérieur du pays, et la culture commerciale, c'est vendu à l'intérieur. Donc il y a notamment des arachides. Alors au Burkina Faso, ils n'ont pas énormément de culture de rente. Il y a le karité qui marche bien. Et selon vous, quelle est la principale culture de rente du pays? Exactement. Tu veux un bonbon? C'est stop tout. Tant pis pour toi. Le coton. Voilà, le coton, principale culture du pays, principale richesse pendant des années, détrônée récemment par l'or. Ils ont trouvé de l'or au Burkina. Mais le coton a longtemps été la principale richesse du pays. Et Abdou, lui, il me disait, ben moi, en fait, je cultive pas du coton parce que je suis pas sûr de gagner de l'argent avec. Je trouvais ça bizarre, quoi. Pourquoi tu gagnerais pas de l'argent si tu cultivais du coton? Alors j'ai un peu mieux compris le système coton, le système qui lie toute l'agriculture du coton. Quand j'ai vu un film à Ouagadougou, alors là c'était une asso un peu altermondialiste, Attaque Burkina, qui présentait des films devant les étudiants. Alors ils allaient à Ouaga, à la cité universitaire, ils sortaient les bancs, ils mettaient un vidéoprojecteur et tout, et puis ils projetaient des films. Et là ils avaient projeté Noir Coton. C'est un film qui décrypte un peu les fils de la filière coton au Burkina Faso. Enfin, en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier. Alors, historiquement, le coton, les Africains, ils en cultivaient pas il y a très longtemps. Ils ont commencé à en cultiver sous la période coloniale. Parce qu'en fait, c'était les colons qui avaient besoin de coton pour les textiles. Alors, au Burkina Faso, la Haute-Volta à l'époque, c'était la France. Donc, ils ont demandé, les Français avaient besoin de s'indépendantiser par rapport aux Anglo-Saxons pour dire, ouais, bon, on a besoin d'avoir notre propre coton pour faire nos tissus, pour habiller nos soldats, etc. Et ils sont allés demander aux Africains, vous voudriez pas cultiver du coton pour nous, ça serait sympa. Bon, les Africains, ils n'ont pas trop cultivé du coton. Ils ont mis un impôt colonial. Ils ont dit, toute personne vivant sur le territoire français devra s'acquitter d'un impôt. Et pour pouvoir payer l'impôt, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut cultiver quelque chose à vendre aux gens qui ont de l'argent, c'est-à-dire les colons. Et du coup, voilà, ils se sont mis à cultiver, alors, aux endroits où ils pouvaient, café, cacao, bananes, tout ça. Au Burkina, ils n'ont pas eu beaucoup de choix, ils se sont essentiellement mis à cultiver du coton. Comme ça, ils pouvaient payer l'impôt. Parce que s'ils ne payaient pas l'impôt, après l'armée coloniale, elle venait et puis elle brûlait le village, quoi. Enfin, normal. Et du coup, ils se sont mis à cultiver ça, mais ça marchait pas très bien. Alors le pouvoir français, ils ont mis en place un système intelligent que je vais vous expliquer. J'ai besoin d'un petit peu de matériel. C'est très simple, mais je trouve que c'est mieux quand c'est illustré. Hop là. Hop. Hop. Voilà, à peu près. Alors, c'est un système qui a été mis en place par la CFDT. Vous connaissez la CFDT? Non? La Compagnie Française de Développement des Textiles. C'était une entreprise publique aussi qui avait pour objectif de développer les textiles voilà, dans l'Empire français. Hein. Et donc, ils ont développé ce qu'on appelle le système intégré. Alors, c'est très simple. Plutôt que les paysans qui n'ont pas d'argent doivent acheter des graines, ils leur apportent des graines à crédit. Et puis après, ils leur apportent aussi des intrants à crédit. Donc les intrants, c'est toujours de l'engrais et des pesticides. Ils leur expliquent comment utiliser ça, et puis après, ils récupèrent la récolte,
Donc une fois que les paysans ont travaillé avec leur famille, tout ça, pendant des mois, ils récupèrent la récolte et payent la différence. Bon, voilà. En fait, c'est là le problème, c'est qu'en fait, le système intégré, autant au début ça marchait parce que les cours étaient assez équilibrés, autant maintenant, la CFDT, bon, ça a été racheté, hein, comme la plupart des entreprises publiques, mais le système intégré perdure et les cours du coton et les cours des engrais sont complètement volatiles. Du coup, il y a des années, les paysans burkinabés, ils ne maîtrisent rien du tout sur les cours du coton et des intrants, et puis ils se retrouvent endettés à la fin de leur récolte après avoir passé des mois à travailler dans le champ. Notamment, par exemple, les années où les États-Unis subventionnent la filière coton dans leur pays, ça fait chuter les cours mondiaux, et là, tous les paysans africains se retrouvent endettés jusqu'au cou. Voilà un petit peu la filière intégrée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas cher, en fait, le coton, quoi. À Ouaga, l'année dernière, en 2009, c'était 200 francs le kilo de coton acheté à la récolte. Moi, ça, je l'ai payé 1,70 €. Ça fait 100 grammes. Ça fait 17 € du kilo. Ça fait une sacrée marge entre... Alors, pardon, 200 francs, ça fait 30 centimes, d'accord? 200 francs CFA, c'est 30 centimes d'euros. Et ça fait 17 € du kilo. Et ça, c'est pas du coton Nike, c'est pas du coton Lacoste. Parce que je sais pas si on imagine, mais en fait, le coton, il est récolté, il est emballé dans des gros trucs, transporté jusque dans des ports. Dans les ports, il est amené dans les pays asiatiques où on transforme le coton maintenant, parce qu'on fait plus ça chez nous. Ensuite, hop, ça revient en Occident. Là, on met la petite griffe en plus, le petit design qui va bien. On vend ça à prix d'or. Donc le prix du kilo de t-shirt Nike, j'ose même pas imaginer. Et puis nous, on porte. Et après, bon, quand on en a marre, on les jette. Et puis des fois, il y a des assos qui récupèrent ça et qui les ramènent en Afrique pour habiller les Africains. Et moi, je me suis dit, mais vous avez qu'à transformer sur place. Mais ouais, les gars, les copains, là. Alors, c'est tout simple. Et ils m'ont dit, non, mais Antoine, transformer sur place. En fait, ça a déjà été testé. Ça a déjà été testé, et puis ça s'est mal fini. Alors, ils m'ont raconté l'histoire de l'ancien président burkinabé. Une histoire que je vais vous raconter dans les grandes lignes, très rapidement. Thomas Sankara. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Thomas Sankara dans la salle? Oui, un petit peu. Alors, l'histoire de Thomas Sankara. Thomas Sankara, un bonbon. Tu veux un bonbon? Oh, les gens, ils sont exigeants. À la mémoire de Thomas Sankara. Non, plus tard. Alors, le 4 août 1983, au Burkina Faso, en Haute-Volta, il y a un coup d'État militaire qui met en place un gouvernement révolutionnaire dirigé par Thomas Sankara. Immédiatement, ils mettent en place une politique révolutionnaire dans le pays qui, dans les grandes lignes, si vous voulez, c'était ce que disait Thomas Sankara, accepter de vivre africain pour pouvoir les vivre libres et dignes. Alors ça paraît bizarre de se dire que les Africains devraient vivre africains. Mais en réalité, la plupart des chefs d'État d'Afrique ne pensent pas qu'il faut vivre africain, ils vivent à l'occidental, ils essaient d'avoir un développement occidental. Et Thomas Sankara, il allait à l'encontre de cette idée, et disait il faut oser inventer l'avenir, il faut oser inventer un autre avenir africain avec nos valeurs et dans le monde moderne tel qu'il est. Alors, concrètement déjà il a changé le nom du pays. Ça s'appelait la Haute-Volta. Il a dit la Haute-Volta, bon, ça va, c'est bien gentil, mais ça vient de France comme nom, quoi. C'est comme la Haute-Garonne ou la Haute-Loire ou je sais pas quoi. On va prendre un nom d'où chez nous. Donc ils ont appelé Burkina Faso. Burkina, ça veut dire intègre en mauré, et Faso, ça veut dire pays en djoula. Donc avec les langues locales, il a fait ce mot, le pays des hommes intègres. Parce que ça, c'était un des grands axes de leur politique, c'était de lutter contre la corruption. C'était de préférer de l'eau pour tous au champagne pour quelques-uns. Alors concrètement, c'était quoi? Déjà, réduire les salaires des fonctionnaires pour pouvoir en embaucher plus, et puis réduire le train de vie de l'État, notamment par exemple, c'est symbolique, mais les voitures. Il a vendu les grosses voitures, il a acheté des Renault 5. Et lui-même, il roulait en Renault 5.
Et puis il a obligé tous les ministres, tous les fonctionnaires à voyager en seconde tout le temps. Pourquoi ils allaient prendre la première classe ou les grandes classes à faire? Non, ils sont dirigeants d'un pays pauvre, dirigeants certes, mais d'un pays pauvre, donc ils peuvent vivre aussi à leur mesure, et il n'y a pas de mal à ça. Donc lutter contre la corruption, et puis après il y avait tout un tas d'autres volets. Sur l'émancipation des femmes par exemple, c'était un précurseur, parce qu'à l'époque ça ne faisait pas partie des OMD, les OMD n'existaient pas. Vous vous rappelez les OMD? L'émancipation des femmes, il a intégré des femmes dans son gouvernement, il a fait tout un tas de mesures pour essayer de donner une place plus importante aux femmes du Burkina dans leur société. Par exemple, c'est un truc assez rigolo, il imposait un jour que les femmes n'aient pas accès au marché, pour que ce soit les hommes qui soient obligés d'aller faire le marché. Et qui se rendent compte en fait de ce que c'est, de préparer la popote, de penser à tout ça. Et bon, en fait, ça marchait pas bien parce que les femmes, c'est malines, elles disaient mon mari il va se faire arnaquer par toutes les vendeuses, donc la veille, elle faisait le double de courses, et puis comme ça, le lendemain, le mari, il gagnait pas. Bon, c'était, voilà, un exemple comme ça, ils essayaient, ils tâtonnaient, des fois, c'était maladroit. Sur l'environnement aussi, il y avait un tas de mesures pour lutter contre la désertification, pour améliorer l'environnement dans lequel ils vivent. Là-dessus, on pourrait faire des conférences entières. Et puis, il y avait l'idée de se passer de l'aide. Alors, c'était pas se passer de l'aide immédiatement. C'était accepter de l'aide qui aide à se passer de l'aide. Et il a notamment essayé d'organiser l'aide. Il a mis en place un bureau de suivi des ONG. Et ben, dans ce cadre-là, il y a eu notamment Pierre Rabhi, que vous connaissez peut-être, Pierre Rabhi qui est assez connu en France, qui travaille sur l'agroécologie, qui a aidé à développer l'agroécologie pour que les paysans puissent se passer des engrais, par exemple. Et puis, bon voilà, ils ont tenté comme ça. Il y a eu aussi l'idée de transformer sur place. C'est pour ça que mes collègues m'en ont parlé. Transformer sur place, transformer le coton notamment, transformer tous les produits, mais pour le coton, ils disaient c'est notre principale richesse. On va faire des usines de transformation et on va développer le faso d'Anfani. C'est le tissu burkinabé, tissé au Burkina par des Burkinabés pour habiller les Burkinabés. Du coup, moi, bon, j'en ai acheté parce que je trouvais ça intéressant. Ça perdure encore un petit peu, mais malheureusement, la plupart des usines ont été fermées. Alors, pour favoriser l'acceptation du faso d'Anfani aux gens de la ville, aux fonctionnaires qui étaient plutôt habitués à s'habiller en jean et en t-shirt, il a voulu imposer aussi. Parfois, il était un peu autoritaire, il faut avouer. C'était un régime qui avait un peu la main dure. Et donc, ils imposaient que les fonctionnaires soient habillés en faso d'Anfani. Alors, les fonctionnaires, ils ne le faisaient pas non plus. Ils laissaient un peu couler, et puis quand ils savaient que Sankara allait venir en visite, ou qu'il y avait quelqu'un qui allait venir en visite, hop hop, ils avaient tous leur faso d'Anfani dans le sac, ils le mettaient. Du coup, ils appelaient ça le Sankara arrive. Bon, sur de nombreux volets, en fait, c'est une politique qui a été menée qui est hyper intéressante. Et là où ça reste un peu dans les annales, c'est au niveau de la politique internationale. En politique internationale, il s'est placé comme non aligné. Il ne voulait pas être du bloc de l'Est, pas être du bloc de l'Ouest. Je vous rappelle qu'on est dans les années 80, en pleine guerre froide. Donc non aligné, et puis anti-impérialiste. Il était clairement opposé au régime d'apartheid. Il a mené des colloques à Ouagadougou contre l'apartheid. Il était clairement en soutien au peuple palestinien. Et il était aussi anti-impérialiste dans le sens où il voulait aussi refuser de payer la dette. Alors il a fait un discours qui est resté dans les annales, qui est assez mémorable. Je vais essayer de vous le refaire, en partie du moins. Il s'agit d'un discours mené à Addis Abeba lors de la conférence de l'OUA, qui s'appelle « Un front uni contre la dette ». Alors l'OUA, pardon, à moins que vous sachiez, non? Oui. Ouais, moi je vous donnerai des bons mots après. C'est voilà, ce qui est devenu l'Union africaine, une réunion des grands chefs d'État. En réalité, souvent, ce n'étaient pas les chefs d'État qui allaient, parce que les chefs d'État, ils allaient plutôt à Washington, à Paris, à Londres, et ils envoyaient leurs ministres à Addis Abeba. Bon, Sankara, il pestait un peu contre ça, et il appelait à une unité contre la dette. Alors il disait ceci. Nous estimons que la dette
s'analyse d'abord de par son origine. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous sommes étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme, où les colonialistes se sont transformés en assistants techniques. Alors moi-même, j'étais assistant technique, assistant technique junior du DED. Bon, les colonialistes se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds, un terme que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des gens dont le bâillement suffirait à créer le développement chez d'autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des dossiers, des montages financiers alléchants. Nous nous sommes en été pour 50 ans, 60 ans et même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. La dette, sous sa forme actuelle, est une reconquête savamment organisée de l'Afrique pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères. Faisons en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer des fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est point une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. La dette ne peut pas être remboursée. Parce que d'abord, si nous payons, nos bailleurs de fonds, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. En revanche, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme au casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait pas de problème. Maintenant qu'ils perdent au jeu, ils exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non, monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu et la vie continue. Bon, c'est un discours assez punchy, c'est le genre de truc que j'avoue j'aimerais bien entendre parfois de nos dirigeants européens. Mais bon, c'est pas trop ce qu'on entend. Alors je voulais vous faire une petite aparté sur la dette des pays du Sud. Alors il y a beaucoup de choses à en dire. Il y a des choses à en dire, comme dit Sankara, sur son origine coloniale, son origine néocoloniale. Il y a des choses à en dire sur la façon dont c'est un instrument de domination politique pour imposer l'ouverture des frontières, pour imposer des réformes politiques. Moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais essayer de vous présenter qui doit à qui dans les grandes lignes entre ce qu'on appelle les pays du Nord et les pays du Sud. Alors, c'est une démonstration qui est faite avec certains chiffres, qui est certes critiquable, nuançable, mais qui présente quand même globalement les grands flux de richesse entre le Nord et le Sud. Alors pour ça, j'ai besoin de quelques chiffres qui sont là, et une balance équilibrée. Ça vous va, elle est bien équilibrée là? Non, pas trop. Hein. À force de la trimballer dans la valise, c'est déséquilibré. Voilà. Et des sacs de riz. Alors, je vais y arriver. Peut-être ça va marcher comme ça. Bon, de toute façon, au bout du compte, vous verrez, ça ne change pas grand-chose. C'était pour essayer d'être crédible. Alors, les sacs de riz représentent des flux de 100 milliards de dollars. Premier flux, je ne sais pas si vous voyez, je le représente par une main qui donne à une autre main, c'est l'aide publique au développement. Alors c'est notre solidarité publique à tous, enfin à tous les pays du Nord. Donc c'est selon l'OCDE, donc l'OCDE vous connaissez? Quand même. L'organisme pour la coopération et le développement économique. Voilà, un organisme donc occidental pour la coopération, le développement économique, qui dit que l'aide publique au développement en 2010 représentait
123 milliards de dollars. Donc 100, et puis pour faire 23, je suis un petit peu embêté. Alors, on va faire des mesures. Tac. Donc, hop, ça fait 100. Ça fait 23, ça vous va? Hop, voilà. Ça, c'est donc l'aide publique au développement. La solidarité publique des pays du Nord, nos impôts qui sont... Alors là, je ne remets pas en cause qu'il y a 123 milliards de dollars d'aide qui est réellement amenée, qui est utile. Hein, parce que après, il y a aussi tout un pan de critique sur l'utilité de l'aide publique au développement. Deuxième flux... Les multinationales qui font des profits dans les pays du Sud. Donc, les multinationales du Nord font des profits dans les pays du Sud. D'après le CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors, c'est une association altermondialiste, gauchisante de Belgique. Enfin, belge, non, internationale en fait, ils sont implantés partout. Mais bon, je n'ai pas trouvé d'autres sources. C'est assez difficile de savoir, de quantifier les profits des multinationales dans le Sud. Donc, selon le CADTM, ça fait 238 milliards de dollars de profits. Alors là, il nous restait à peu près 75, 80 on va dire. Si on fait la moitié, ça vous va? C'est bon, hein, on n'arnaque pas là. Hop, 238 milliards de dollars qui sont donc prélevés dans les pays du Sud et qui rejoignent les comptes en banque des multinationales des pays du Nord. Alors dans l'autre sens, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Si les multinationales font des profits, c'est parce qu'elles investissent. D'accord? Donc il faut compter l'investissement direct à l'étranger, que j'ai représenté par une usine. Alors, il faut représenter l'investissement direct à l'étranger des multinationales du Nord vers le Sud, mais il y a aussi des investissements d'entreprises des pays du Sud dans le Nord. Ce qui fait qu'il faut faire une différence entre les deux. Je vous demande de me faire confiance. C'est les chiffres du WIR, le World Investment Report, qui est le rapport annuel de la CNUSED. C'est quelque chose de... ça fait partie de l'ONU en fait. Voilà. Et c'est en 2010, ils disent qu'il y a 478 milliards de dollars entrant dans les pays du Sud, et 230 milliards sortants, c'est-à-dire investis par des investisseurs du Sud dans le Nord. La différence, ça fait 248 milliards. Donc, on a dit 100, 200, et là, il me restait un peu moins de 40. Hein, quand même. On va en rajouter un peu. Hop. « 200, voilà, 248 très précisément. Alors, de l'aide publique au développement, des profits des multinationales qui ont investi. Ok. Il y a aussi le fameux service de la dette. J'ai représenté ça par un boulet. Je sais pas, bon, allez comprendre. Le service de la dette, donc c'est la dette publique et la dette privée, c'est-à-dire la dette prêtée par des banques, la dette prêtée par des États, et c'est capital et intérêt. Le service de la dette, selon toujours le CADTM, donc cet assaut, le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, 523. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai plus de riz. Tac, tac, tac. Et ça va? Bon, c'est un peu beaucoup. Hein. Je vais en laisser dans le verre. Voilà. Ok. Alors, on peut aussi compter qu'il y a un autre flux de richesse du nord vers le sud. C'est que, en fait, dans les pays du nord, il y a pas mal de migrants qui travaillent chez nous. Alors, je vais représenter un éboueur parce que souvent, ils font des travaux qui ne sont pas très cool. Et la diaspora envoie dans les pays du sud, dans leur pays d'origine, 300 milliards de dollars.
Ça, c'est d'après la Banque mondiale, une organisation altermondialiste gauchisante. Voilà, 307. Alors pour les 7, on va mettre un connerie. Hop. 307. Alors je vous rappelle quand même que l'aide publique au développement, c'était 123. La diaspora, on envoie plus du double. Hop là. Bon. Eh ben, c'est déjà pas équilibré, et pourtant il en manque un bon gros paquet qui est représenté par ça. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Tourisme. Ah, le deuxième. Paradis fiscaux et judiciaires. 1, 2, je vous explique un peu après. 3, 4, 5, 6, 7, et presque 8. Voilà, 800 milliards de dollars d'évasion fiscale des richesses du Sud vers les pays du Nord. Alors ça c'est assez fort. Voilà, je sais qu'on voit tout, hein. La fuite à travers les paradis fiscaux, ça c'est un chiffre qui vient du Global Financial Integrity, qui est un organisme américain qui voudrait moraliser le capitalisme et qui pense que les paradis fiscaux sont un problème du capitalisme et que ça irait mieux sans ça. Donc c'est pas des gauchos non plus, hein. Et en fait, ils estiment à 800 milliards de dollars, dont 3 à 5% de corruption, dont 30% de crimes organisés, donc de détournement des richesses, de vente d'armes, de prostitution, de tout ce que vous voulez, de crimes organisés, et 65% d'évasion fiscale, c'est-à-dire de revenus finalement des multinationales, certainement, non déclarés, qui transitent par des paradis fiscaux. Bon ben voilà, on a un petit équilibre des transferts de richesses entre le Nord et le Sud. Et comme dirait mon copain Thomas qui m'a transmis tous ces chiffres, penser à augmenter l'aide sans penser au reste, c'est un peu comme vouloir augmenter le chauffage sans fermer la fenêtre, quoi. Parce que, voilà, ça paraît assez clair, l'Afrique n'est pas forcément pauvre, elle est surtout appauvrie. Et ça pose un problème, et au milieu de tout ça, il y a la dette. On demande encore de l'argent à l'Afrique en disant « Vous êtes endetté, on vous a financé des routes, tout ça, on vous a prêté de l'argent. » Bon, quand on fait le bilan, finalement, on se demande qui doit à qui. Enfin, on ne se demande plus qui doit à qui, on se rend bien compte de qui doit à qui. Alors, sur l'effet de la dette, après, on peut voir la proportion qui est allouée au remboursement de la dette et aux services sociaux. Par exemple, le Burkina, ça va, il s'en sort bien. Entre 1999 et 2000, ils avaient 25% du budget de l'État qui était pour les services sociaux, contre 28% pour le service de la dette. Bon. Il y avait 11% pour l'éducation, 14% pour la santé. Rapidement. Hein. Le Cameroun, c'est un pays extrêmement riche qui est situé là. Alors eux, ils ont mais de toutes sortes de richesses, quoi. Donc le Cameroun attribue 36% de son budget au paiement de la dette et 4% aux services sociaux. Ça pose un peu de problème. Si on prend, je sais pas, un pays qui n'est pas francophone, le Kenya, paye 40% de son budget au service de la dette et 12,5% pour les services sociaux. Donc ça, c'est des chiffres encore qui viennent du CADTM. Hein. Je suis désolé pour mes sources un peu redondantes. Mais le CADTM est quand même un organisme assez sérieux qui référence toutes ces sources. Et du coup, voilà, moi ça me fait penser que le développement, finalement, il devrait être beaucoup l'œuvre de l'État, l'œuvre des services publics. Et que si les services publics n'ont pas les moyens parce qu'ils payent trop de dettes, forcément, ça fait des situations hyper difficile, ils n'arrivent pas à financer les services publics. Alors concrètement, moi au Burkina, si je reprends le village d'Abdou, je me rappelle d'avoir discuté avec des instituteurs. À l'époque, c'était les vacances. Et donc les instituteurs, ils étaient là en train de discuter autour d'un thé, sous un arbre.
Et ils m'invitent et on discute et tout, et ils me font part d'un dilemme qu'ils ont souvent, c'est de se dire dans leur classe, s'il y a 5 à 10 élèves devant qui pourraient potentiellement avoir le niveau pour aller au collège, mais que pour ça ils doivent laisser les 100 autres élèves qui sont derrière, bah, ils ne savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'ils montent le niveau général ou est-ce qu'ils créent des leaders? Et c'est vrai que réellement les classes au Burkina Faso, le PNUD a beau construire des écoles, il n'y a pas assez d'instituteurs et les classes sont remplies à plus de 100 élèves par classe. Et puis il y avait Mamadi, le fils d'Abdou, un jeune justement en âge d'aller au collège, et très brillant, hyper curieux et tout, et puis qui me disait, bon, en fait, je pourrais aller au collège, mais c'est à 12 km et j'ai pas de vélo. Donc je vais y aller au début, je vais faire mes 12 km à pied tous les jours, aller-retour, avec mon petit repas, mais je sais que bon, très vite, la fatigue va s'accumuler, il ne va plus avoir le temps de réviser les cours, etc. Donc ça, voilà, il y a un problème de tissu de service public qui est hyper fort et qui fait que Thomas Sankara, qui voulait développer son pays, a dit bah, déjà on va arrêter de payer la dette parce qu'il n'y a pas de raison qu'on continue à payer cette dette. Et du coup là-dessus, il voulait appeler tous les pays à le rejoindre pour ne pas payer cette dette. Et il finissait son discours comme ceci. Alors, il dit ça. Ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Et effectivement, c'était en juillet 87. Et puis, quelques mois après, le 15 octobre, un nouveau coup d'État au Burkina Faso renverse le gouvernement et Thomas Sankara est assassiné à ce moment-là avec 14 de ses collaborateurs. Son frère, ami, numéro 2 du gouvernement, Blaise Compaoré, prend le pouvoir en disant qu'il va restaurer la démocratie, que Thomas Sankara devenait un autocrate, un but de pouvoir, etc. Donc Blaise Compaoré prend le pouvoir en 87, il a encore été réélu en 2010, il le sera probablement en 2015, à moins qu'il ne laisse la place à son frère. Il a restauré la démocratie, en tout cas celle qui fait plaisir à d'autres. Voilà, Thomas Sankara a mené une expérience intéressante et j'aime bien en parler, j'aime bien le faire découvrir, parce que déjà, il est assez peu connu en France, alors qu'un peu partout en Afrique, c'est une idole. Les gens le vénèrent même un peu trop, ils en font le Che Guevara africain. Alors, pareil, l'image est détournée comme celle du Che. Bon, il faut quand même aussi modérer l'admiration qu'on peut porter à l'homme. Il y avait aussi... c'était un régime autoritaire, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui auraient pu être menées différemment, mais ce qui est très intéressant, c'est que Sankara, c'est quand même un exemple d'inventivité politique, c'est un exemple de possibilité de développement différent et de volonté réelle d'indépendance, de lutte contre la situation qui est en place et qui empêche un développement africain par les Africains pour les Africains. Et Thomas Sankara, il est connu parce qu'il a gouverné pendant 4 ans. Il a eu cette chance, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont des penseurs, des ingénieurs, des journalistes. Il y a beaucoup de personnalités en Afrique qui sont capables de penser, de mettre en œuvre un développement différent. Mais toutes ces personnes-là n'ont pas accès au pouvoir. Soit elles sont assassinées, soit elles sont écartées, soit elles sont corrompues, soit elles sont torturées. Enfin, il y a tout un tas d'exemples à travers l'histoire de personnes, de personnalités qui auraient pu jouer un rôle, qui auraient pu amener leur pays et l'Afrique dans un mouvement différent de celui où il est aujourd'hui et qui ont été mis sur la touche. Et ça, c'est un problème et ça vient, pour moi, du fait qu'il y a des puissances extérieures qui défendent leurs intérêts. Parce que l'Afrique, si elle est pillée, comme on l'a vu, c'est parce qu'elle a énormément de ressources.
Il a énormément de ressources et du coup là, je vais peut-être vous proposer un petit quiz pour voir les ressources qu'il y aurait en Afrique. C'est le petit moment participatif de la conférence. Alors si vous voulez vous réveiller et puis me dire, j'ai une série de cartes comme ça, je ne vais pas vous montrer. Et puis vous allez voilà, me dire qu'est-ce que vous connaissez comme ressources présentes sur le sol africain pour lesquelles les puissances se battent. Alors, ça va vite. Pétrole. Du pétrole, il y en a à gogo. Le pétrole. Deux secondes. On va aller lentement, comme ça on a le temps d'assimiler et tout. Ça va, vous voyez si je mets là parce que... C'est bon. Donc du pétrole, par exemple, il y en a beaucoup dans le golfe de Guinée ici. Et bizarrement, c'est un golfe qui est entouré de pays hyper sympas. Il y a l'Angola, le Gabon, le Congo, le Cameroun. C'est des grandes démocraties, quoi. Enfin, vous vous renseignerez, vous verrez. Bizarrement, c'est vraiment autour de là où il y a du pétrole que ça se passe le mieux. Ensuite, j'ai entendu quoi? Diamants. Des pierres précieuses, effectivement. J'ai pris des diamants, justement. Il y en aurait d'autres. Alors des diamants, il y en a un peu partout. Il y en a, tiens, vas-y, par ici, en Sierra Leone, on va dire. Tac. Alors ça fait notamment partie de la criminalité. Hein. Les diamants, c'est plus souvent passé en sous-main et dans des poches discrètement que vendu sur le marché officiel. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Cacao, bois précieux, etc. Alors j'ai mis les ressources naturelles, j'ai tout regroupé. Parce que sinon ça faisait beaucoup, hein, si on mettait le cacao, le café, l'arachide, le caoutchouc, le coton, tout ça. Il y en a énormément. Alors comme il y a une grosse forêt par ici, je vais mettre là. Voilà. Il y a énormément de ressources premières naturelles en Afrique. Ensuite, l'uranium, effectivement. Alors l'uranium, ça c'est stratégique, hein. Surtout en France, d'ailleurs, parce que c'est notre indépendance énergétique qui se trouve au Niger. Voilà. Là, il y a le Niger et il y a, en fait, 100% de l'uranium, enfin jusqu'à récemment, 100% de l'uranium exploité au Niger était consommé en France. Il faut le savoir. C'est un très très bon uranium. Franchement, c'est la fine fleur de l'uranium. Il est d'une qualité exceptionnelle. Et donc, il se trouve là. Et voilà, on l'utilise chez nous. Hein. Ensuite, comment? Le coltan. Voilà. Alors, les ressources minières, j'ai pris l'or. L'or qui est moins utile que le coltan. Alors, le coltan, je ne sais pas si vous connaissez, ça se trouve notamment dans les téléphones portables et beaucoup de composants électroniques. Alors j'ai pris l'or pour l'ensemble des ressources minières. Tiens, je vais les mettre ici, il y en a vraiment beaucoup vers au Congo. D'ailleurs, bizarrement, il y a beaucoup de guerres aussi. Voilà. Ça fait longtemps. Donc voilà, tout un tas de ressources du sous-sol qui sont exploitées. Alors c'est un panel un peu rapide, hein. Et puis il y a quelque chose qui est important à penser aussi. C'est pas une ressource en soi, mais ça permet l'exploitation de, justement, ça permet de sortir les ressources. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les ports. Les ports. Et d'ailleurs, ce dessin, ça devrait vous rappeler quelqu'un qui détient beaucoup de ports. Monsieur Bolloré, voilà, qui avait un yacht aussi à une époque, et qui détient la plupart des ports sur la côte africaine, et qui fait beaucoup de bénéfices grâce à son service de transport intégré. Il a aussi les chemins de fer qui vont chercher les richesses très loin et puis qui les extirpent du continent pour les emporter, se faire transformer ailleurs. Alors voilà. Je vais peut-être prendre un petit stop-tout et un petit coup d'eau. Donc je disais quoi? Je disais beaucoup de ressources exploitées essentiellement par des multinationales du Nord. Et puis il y a aussi des hommes dont je parlais tout à l'heure, des hommes, des femmes qui sont capables de penser à notre développement pour l'Afrique. Et pourtant, avec ces ressources, ces hommes et ces femmes, l'Afrique continue à être pillée. Ces hommes et ces femmes ne trouvent toujours pas d'opportunité d'accéder au pouvoir et de changer le quotidien. Et la majorité des Africains continuent à vivre dans un niveau de pauvreté assez généralisé. Et pour moi, tout ça, c'est symptomatique d'un système néocolonial
qui se maintient coûte que coûte, en fait, qui est mis en place et qui empêche que les choses évoluent dans un sens qui ne lui conviendrait pas. Alors en France, en particulier, on parle de France-Afrique. Alors la France-Afrique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un mot qui tend à se généraliser, enfin à se diffuser dans les médias, à être entendu. Souvent il est entendu d'une façon un peu partielle. La France-Afrique, ça a été exposé longuement par François-Xavier Verschav à travers un bouquin qui s'appelle La France-Afrique. Alors moi j'ai découvert tout ça en allant au spectacle. La première fois que j'ai entendu parler de ces choses-là, c'était un spectacle qui s'appelle Elf la pompe Afrique. C'est Nicolas Lambert, un comédien qui a suivi tout le procès Elf et puis qui rejoue tout seul les différents personnages du procès Elf. Alors il y a André Tarallo, il y a le procureur, il y a Alfred Sirvin, enfin il y a le Floch Prigent, etc. Et donc il présente ce qu'est le système Elf. Et puis, moi ce que je me rappelle notamment de cette histoire, de ce spectacle, c'est l'implication politique des politiciens français, et notamment en fond de scène, il y avait 3 portraits de présidents français. Il y avait Charles de Gaulle, il y avait François Mitterrand, et puis il y avait Jacques Chirac. Alors, après, j'ai un peu compris plus globalement leur implication dans ce qu'est la France-Afrique. Charles de Gaulle, dans les années 60, il s'est trouvé contraint d'accorder l'indépendance aux pays africains qu'il a demandé. Il s'est trouvé contraint parce qu'ils étaient en défaite en Indochine, il y avait en Algérie, ça secouait grave, au Cameroun aussi, mais on en a moins entendu parler, et du coup, ils ont dit, bon, avec les pays africains, on va leur accorder l'indépendance d'une main, mais en fait, de l'autre main, on va faire en sorte qu'ils restent dépendants et que le système reste quasiment le même. Et pour ça, il a demandé à son bras droit, Jacques Foccart. Jacques Foccart est un homme très important, un homme de l'ombre qui a mis en place le système qu'on appelle la France-Afrique. Alors, comment il a fait ça? Il a commencé par remplacer les gouverneurs blancs des colonies par des présidents noirs des pays nouvellement indépendants. Il a mis en place des hommes qui, du fait qu'ils étaient noirs, ils étaient plus légitimes pour être président d'un pays africain. Mais en fait, c'était des gens qui étaient purement au service de la France. Et s'ils ne nous plaisaient pas, on les éliminait. Dès 1963, Sylvanus Olympio, au Togo, a été éliminé pour mettre en place un autre président beaucoup plus au service de nos intérêts. Donc, il y a le système des dirigeants dirigés. Il y a la monnaie, le franc CFA. Le franc CFA, c'est un truc assez exceptionnel. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique, donc on a changé le sigle depuis, mais c'est la communauté francophone africaine, ou un truc comme ça. Le franc CFA, en fait, c'est une grosse arnaque. C'est la France qui dirige la BCAO. La BCAO, vous connaissez? Non. La Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et la CDAO, la BCAC pour l'Afrique centrale. Alors, il y a des organismes de pilotage du franc CFA dans lesquels la France a un membre permanent. Et pour avoir accès au franc CFA, les États qui le demandent doivent déposer plus de 50% de leurs réserves de change sur un compte du Trésor public français. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point on prive ces pays soi-disant indépendants de 50% de leurs réserves de change avec lesquelles la France peut investir, spéculer, récupérer les intérêts à la place des pays africains. Il y a un écrivain qui a étudié le franc CFA qui parle de nazisme monétaire, parce qu'il dit que les nazis, quand ils avaient envahi l'Europe, ils avaient utilisé le même principe que ce qu'utilise la France avec le franc CFA. Donc il y a eu ça, et puis il y a aussi des armes, bien sûr, des coups d'État, des guerres fomentées par-ci par-là, à tout moment. Alors au Cameroun particulièrement, il y a une guerre d'indépendance dont on n'entend quasiment pas parler, et qui a fait des centaines de milliers de morts.
Et puis le soutien militaire aux dictatures en place. C'est-à-dire que la France forme, les militaires français forment les gardes présidentielles, ils forment les armées des pays indépendants, et du coup, forcément, les gens, ils se sont formés avec des Français, donc ils sont amis avec des Français, donc ils défendent les intérêts de la France. Alors pourquoi De Gaulle et Foccart ont voulu mettre en place ce système-là? Parce qu'il n'y a pas seulement l'exploitation des richesses dont j'ai parlé. Il y a aussi, on peut distinguer, grosso modo, 3 autres raisons. Alors est-ce que vous auriez une idée? Vite fait. Tu en as une toute simple, c'est qu'il n'y a pas simplement l'argent, on va dire, du privé qui revient et qui fait des bénéfices énormes pour des gens qui sont des copains des pouvoirs chez nous, c'est que tout simplement ces gens-là fournissent aussi l'argent pour les campagnes des partis politiques. Ils financent les partis politiques de la France, carrément. Tout à fait. J'ai pris une valise de billets. On en a entendu parler il y a quelque temps avec Bourgi qui avait refait des sorties dessus. Donc les partis, le financement à la base du parti gaulliste, mais au fur et à mesure c'est devenu le financement de l'ensemble des partis français. Par, d'une part, le détournement des ressources, des matières premières, notamment de l'argent du pétrole, et par le détournement aussi de l'aide publique au développement. Donc ça, c'est des choses qui sont démontrées, explicitées dans les ouvrages, notamment de François-Xavier Verschave. Une autre raison, selon vous, pour mettre en place un tel système? Une sorte de rayonnement international de la francophonie. Exactement. Donc ça, c'est le symbole de la francophonie qui a tenu son sommet récemment à Kinshasa, auquel M. Hollande s'est rendu. Donc la francophonie, on peut parler du rayonnement culturel de la France et tout ça, de la langue française. Ok, mais la francophonie, c'est aussi un instrument de diplomatie. C'est un instrument qui permet à la France d'avoir un cortège d'États clients, comme on dit. C'est-à-dire, tous les présidents que l'on a choisis ailleurs, ils vont voter comme nous à l'ONU. Et du coup, ben, voilà, ça donne une vraie puissance internationale à la France sur la scène internationale. Donc j'ai pris aussi le petit symbole de l'ONU, parce que c'est voilà, c'est pour la grandeur de la France aussi qu'on a besoin d'avoir, comme on ne peut plus avoir de colonies, ben on a quand même tout un tas de pays alliés. Donc on dit c'est des liens d'amitié dus à l'histoire, etc. Mais en réalité c'est voilà, des nouvelles colonies différentes. Et puis il y a une dernière raison, enfin on pourra en trouver d'autres certainement, mais personne qui a d'idée. Dans les années 60... La main-d'œuvre. Non. La main-d'œuvre, c'est venu plus tard. On est en pleine guerre froide. On est en pleine guerre froide et le péril communiste menace le monde. Donc la France se retrouve en quelque sorte sous-traitant des États-Unis pour empêcher les pays nouvellement indépendants de basculer dans le communisme. Et par moments, on les verra du coup soit s'opposer aux anglo-saxons dans le cadre de la francophonie, soit s'allier complètement avec eux dans la lutte contre le communisme. Donc voilà, ça c'est le système qui a été mis en place par Jacques Foccart à la demande de Charles de Gaulle. Et puis le système a perduré, les présidents ont changé. Sous Pompidou, ça a duré, c'était la même chose. Sous Giscard, ça a un petit peu été modifié. On a entendu parler des diamants de Bokassa, par exemple. Un système néocolonial continué. Puis il y a eu François Mitterrand, le président de mon enfance, que pour moi, enfant, c'était un président de gauche qui avait aboli la peine de mort, qui avait fait plein de belles choses. Puis en fait, j'ai découvert, notamment avec le procès Elf, qu'il avait aussi trempé pas mal ses mains dans ces histoires, qu'il avait mis ses propres réseaux en œuvre contre les réseaux de Foccart, et donc créé un nouveau système un peu plus compliqué. C'est notamment l'enjeu au niveau du procès Elf. Ce qui se passe, c'est les réseaux Mitterrand qui arrivent nouvellement et qui s'en mettent plein les fouilles à travers ce qui a été révélé par l'affaire Elf. Et puis Mitterrand aussi, c'est en 1994, le pire qui a été fait en fait sous la France-Afrique, c'est qu'en 1994, au Rwanda, une bande d'extrémistes Hutus ont massacré les Tutsis en un génocide, le dernier génocide du XXe siècle. Il y a eu près d'1 million de morts en une centaine de jours, une rapidité, une détermination hallucinante.
Et la France a soutenu le régime génocidaire. La France l'a soutenu avant, en connaissance de cause. Quand le génocide a commencé, ils ont nié diplomatiquement, ils ont aidé un nouveau gouvernement génocidaire à se mettre en place. Ils ont nié au niveau de l'ONU qu'un génocide avait lieu en connaissance de cause. Ils ont armé, ils ont financé, ils ont, jusqu'après le génocide, ils ont exfiltré les génocidaires vers le Congo, ce qui a dégénéré en une guerre qui dure et qui dure encore aujourd'hui. Ça, c'est la pire chose qui a pu être faite au nom de la France en Afrique. Et ça a été fait sous le règne de M. Mitterrand, président de gauche. Et puis après Mitterrand, du coup, il y a eu Jacques Chirac. Alors Jacques Chirac, ça a duré aussi. Alors dans les années 90, ça se complexifie parce qu'il y a les entreprises publiques qui sont privatisées et puis il y a des nouveaux acteurs qui rentrent en jeu. Alors on rentre dans ce qu'on appelle la mafia Afrique. C'est-à-dire que c'est plus aussi simple, c'est plus clairement la France dominante sur les pays d'Afrique. Les jeux d'acteurs se complexifient. Mais il reste toujours le franc CFA, la présence militaire française. Il reste toujours des instruments de la France-Afrique qui sont en place. Sous Chirac, il y a eu des guerres très importantes au Congo-Brazzaville. Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui avait perdu le pouvoir, a voulu le reprendre. Et comme le nouveau président ne plaisait pas trop à monsieur Chirac, on l'a aidé. Une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts encore. Toutes les balles ont été financées par ELF. Ça a été dit texto, jamais retoqué. Toutes les balles de la guerre au Congo-Brazzaville à la fin des années 90 ont été payées par ELF. Et donc, sous Jacques Chirac, ça continue. Puis on arrive après Jacques Chirac à Sarkozy. Alors je vous parle des présidents, mais derrière les présidents, il y a une multitude d'acteurs aussi. Il y a notamment Charles Pasqua qui a des réseaux hyper influents. Et Pasqua qui est le mentor politique de M. Sarkozy. Sarkozy arrive, comme un peu tout le monde, il dit non, les réseaux mafieux dans notre temps, la France-Afrique, ça va être fini. Rebelote, on continue à le voir rencontrer M. Omar Bongo, le président du Gabon depuis 42 ans, puis soutenir la succession de M. Omar Bongo par son fils, à travers un coup d'État qui a encore coûté la vie à de nombreuses personnes qui protestaient. Et ça continue, et puis il y a la guerre en Côte d'Ivoire, par exemple, où la France, pendant 10 ans, a joué le pourrissement de la situation pour finir par dire « c'est bon, on va soutenir quelqu'un qui a été élu démocratiquement, on fait la guerre et on met un président qui nous va bien ». Ça, c'était sous Sarkozy, et puis maintenant, du coup, on a encore changé. Alors, c'est à nouveau les socialistes qui sont au pouvoir. Donc, dans les socialistes, on a vu qu'il y avait quand même des traces du passé qui n'étaient pas très glorieuses. Et puis là, par exemple, je vais vous faire quelques citations, ça va vous éclairer. Déjà, à l'époque, avant la nouvelle arrivée au pouvoir des socialistes, M. Hubert Védrine, M. Georges Serre, conseiller de M. Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, en 1998, dit « De même que les USA ont leur arrière-cour en Amérique latine, la France a besoin d'avoir son arrière-cour en Afrique. » Donc ils expliquent clairement qu'on continue le même système, on ne remet rien en cause. Et puis là, plus récemment, du coup, le nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, qui a fait une petite balade en juillet avec M. Canfin, secrétaire d'État au développement. Donc ils se sont rendus au Burkina Faso, rencontrer Blaise Compaoré, au Tchad, puis ensuite au Sénégal. Alors le Tchad, ça s'entend ? J'ai l'impression que ça va. Le Tchad, c'est un pays qui est ici, où il y a une guerre depuis assez longtemps avec le Soudan, et où la France a des militaires qui sont positionnés depuis longtemps. Et donc, dans le cadre de la future guerre au Mali, pour avoir des alliés, ils vont rencontrer les gens qui pourraient être des alliés. Donc, ils rencontrent M. Idriss Déby, président du Tchad depuis, alors je ne sais plus combien d'années, mais assez longtemps. Un sacré criminel, en fait, un vrai terroriste de sa propre population. Faudrait aussi du temps pour raconter toutes les horreurs qu'il a pu faire. Et M. Fabius, en présence de M. Idriss Déby, qui lui dit « Bon, en France, il y a eu un changement de président, un changement de gouvernement, mais les relations d'amitié demeurent. » Juillet 2012. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui,
peut-être qu'il y a des gens au Parti Socialiste qui veulent faire changer des choses, mais on a Laurent Fabius qui n'a pas l'air de vouloir faire changer des choses, qui est au ministère des Affaires étrangères. On a globalement une situation qui a l'air plutôt de s'enquister, de ne pas bouger, de rester toujours la même. Et on est devant un sacré problème. Alors moi j'ai découvert ça, du coup j'en parlais à travers le spectacle Elle fait la pompe Afrique. Puis après en sortant j'ai lu La France-Afrique de François-Xavier Verschav. Et puis j'ai voulu rencontrer les gens qui militaient contre ça parce que je trouvais ça trop énorme. Je me disais, c'est pas possible, quand on se fout de notre gueule, il faut changer les choses. Et donc je me suis engagé dans l'association Survie. Alors Survie, voilà, c'est l'association dont François-Xavier Verschav était président, celui qui a écrit La France-Afrique pendant longtemps. C'est une association qui se donne comme objectif de lutter contre la France-Afrique. Et vous allez me dire, c'est bizarre Survie comme nom d'association. En fait, alors, je vais vous raconter vite fait l'histoire du coup de cette asso dans laquelle je suis investi depuis quelques années. Du coup, à l'origine, dans les années 80, quand Survie a été créé, ils voulaient augmenter l'aide publique au développement. Ils disaient, la faim dans le monde n'est pas une fatalité, il suffit d'augmenter l'aide et surtout de bien l'attribuer, d'être vigilant sur comment elle est utilisée, etc. Et pour ça, on va faire passer une loi à l'Assemblée nationale qu'on va appeler la loi de survie, qui réglemente l'aide publique au développement. Et tout le monde était d'accord, c'est très bien, vous avez des très belles idées et tout, tous les députés étaient d'accord. Mais la loi n'a jamais été mise sur le tapis. Jamais. Alors ils ne comprenaient pas, ils ont essayé, ils ont demandé des soutiens, il y a l'équipe de football qui est venue devant l'Assemblée nationale avec un ballon signé pour dire signer la loi de survie, etc. Et puis ça ne passait pas. Alors ils ont enquêté, ils ont essayé de chercher qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui faisait que cette loi pour laquelle tout le monde était d'accord ne passait pas. Ils ont commencé à soulever le couvercle de ces relations franco-africaines et à voir que c'était pas très réjouissant, à voir que ça puait sacrément, que l'aide publique au développement était largement détournée pour financer les partis politiques français, à voir la promiscuité à travers des réseaux franc-maçonniques, à travers des relations d'amitié entre les politiciens français, les chefs d'État africains, les hommes d'affaires, et à décrypter tout ça, à décrypter la France-Afrique. Et à l'exposer ensuite de façon assez claire pour que l'on puisse comprendre de quoi il s'agissait. Parce que c'est tellement énorme qu'on n'arrive pas à le croire au départ. Et donc, en 1994, sachant ce qui se passait au Rwanda, ils ont dit, bon, en fait, on laisse tomber l'aide publique au développement, ça fait partie du problème. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord dézinguer la France-Afrique. Parce que quand un corps est malade, avant tout, il faut enlever la source du mal. D'abord, ne pas nuire. Avant de chercher à aider, avant de chercher à soigner quoi que ce soit, avant tout, ne pas nuire. Ça, c'est le serment d'Hippocrate. S'il y a des étudiants en médecine, vous devez le connaître. La première chose à faire pour soigner, c'est enlever la source du mal. Ensuite, reconnaître l'implication française dans le génocide des Tutsis au Rwanda, parce que justice doit être faite, sinon l'histoire risque de se répéter encore et encore. Et puis, troisième objectif de l'association, c'est développer les biens publics à l'échelle mondiale. Alors par là, on entend reconnaître plutôt des droits au peuple, des droits aux gens, plutôt que de penser à de l'assistance. C'est-à-dire, les droits, ça se revendique, ça s'exige, et on essaie de mettre en place des services publics, des biens publics, pour que les gens puissent accéder aux droits. Alors que l'aide, ça se quémande. L'aide, bon, comme le montre ceci, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. L'aide, ça met dans une situation de domination. Et c'est pas ça qu'on veut. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà, je milite depuis quelques années dans cette association Survie, parce que ces histoires me révoltent, parce que j'ai l'impression qu'on est trop souvent dans une idée d'aller aider sans se rendre compte que déjà il y a beaucoup à faire ici sur place, sans se rendre compte qu'en fait notre pays, à travers nos politiques, à travers nos représentants, à travers nos entreprises, est nuisible au développement de l'Afrique et le rend impossible. Et donc il faut desserrer l'étau depuis ici pour permettre que les Africains inventent leur propre avenir. Et donc j'essaye de militer avec cette association, mais c'est hyper difficile en fait. Parce que
voilà, on cherche des moyens pour lutter. Alors on fait du plaidoyer, on interpelle des élus, on fait des communiqués de presse, mais on n'a pas accès aux grands médias. On n'a pas accès à TF1, on n'a pas accès aux grands journaux. Et quand on y a accès, c'est très brièvement, à côté d'autres gens qui apportent de l'eau au moulin dans un autre sens. Donc c'est assez compliqué de militer. On a l'impression d'être face à un système énorme qui nous rend impuissants. Donc on organise, on se dit, bon, tous les gens devraient être au courant, tout le monde devrait savoir et puis se révolter, s'engager là-dedans. Donc on fait des conférences pour expliquer aux gens. Et dans les conférences, en fait, on est que nous à venir quasiment, ou des gens qui connaissent déjà, qui sont intéressés. Et dans ces conférences, on se rend compte encore plus du bazar que c'est. On se dit, waouh, enfin on apprend, c'est hyper riche et tout, mais en fait, on ne mobilise pas les gens. Et on ne sait pas comment faire pour mobiliser plus. Alors en cherchant des moyens de mobiliser plus, moi je me suis tourné vers l'éducation populaire, justement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Chico, avec Diane, Katia, Pablo, les amis de la coopérative du Rang Debout, qui eux menaient d'autres luttes dans d'autres secteurs, à dire, dans l'éducation populaire, on a peut-être un moyen de toucher les gens, de leur donner du pouvoir d'agir, de leur donner l'envie de lutter, de mener des actions collectives, de ne pas se sentir démunis face à l'ampleur de la tâche qu'on aurait si on voulait que le monde aille réellement bien. Parce qu'en fait, on a un vrai problème démocratique en France. La France-Afrique, c'est un exemple typique d'un problème de démocratie en France. Personne en France ne veut que nos multinationales pillent l'Afrique. Personne ne veut que nos armées mènent des guerres pour des intérêts qu'on n'a pas envie de défendre. Personne ne veut qu'on soutienne un génocide. Donc on a un problème démocratique. Il faut travailler la démocratie, et la démocratie, ça ne s'invente pas, ça se travaille au jour le jour, à petite échelle, à grande échelle. Et nous, on rêve en fait d'une société où tous les citoyens seraient suffisamment informés, seraient suffisamment politisés, dans le sens où ils pourraient être un contre-pouvoir à ce qui se met en place, à ce qui existe, dans le sens où on pourrait faire du rapport de force, avoir une solidarité entre les peuples, peut-être construire un mouvement international qui puisse imposer un rapport de force, qui puisse imposer des droits, qu'on puisse conquérir des droits à échelle mondiale, qu'on puisse avancer collectivement vers du mieux-disant pour tout le monde. Et pour ça, on a besoin de se regarder nous-mêmes. Les associations de solidarité internationale qui pensent essentiellement à faire de l'aide doivent aussi réfléchir à l'ensemble du système, à comment, en faisant de l'aide, on maintient aussi un système de domination. Et ensemble, on essaye du coup de travailler ça. Alors, modestement aussi, on est une coopérative où on est 6. On travaille ça à travers des stages où on fait pratiquer la démocratie, travailler la participation, essayer de faire des débats dans la rue, de changer nos formes de débat de salle. On travaille des conférences gesticulées pour expliquer de façon ludique les choses qui nous tiennent à cœur, qui nous portent. Et on est aussi en réseau avec d'autres structures. On s'est créé avec l'aide de la SCOP Le Pavé de Rennes, qui a de nombreuses conférences gesticulées, qui nous a beaucoup poussé à nous créer, qui a aussi poussé la SCOP L'Orage à Grenoble à se créer, qui a aussi poussé la SCOP L'Engrenage à Tours. Avec ces 4 structures, on forme à présent un réseau qui s'appelle le réseau La Grenaille, et dans laquelle aussi vont se joindre d'autres gesticulants. Alors le gesticulant, c'est des gens qui font des conférences gesticulées mais qui ne sont pas dans les scopes et qui expliquent aussi à leur façon, de façon ludique, de façon dynamique, des sujets qui leur tiennent à cœur, des sujets politiques. Et donc tous ensemble, ben voilà, on essaye modestement de changer les choses et on pense pouvoir peut-être faire un mouvement global et peut-être un jour abattre la France-Afrique, abattre le néocolonialisme, voire même le capitalisme. À voir. En tout cas, aujourd'hui, en guise de conclusion, je dirais que l'éducation populaire, ça serait ma nouvelle spiruline.